Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Il y a quelques mois, nous vous proposions un épisode spécial où nous faisions le bilan des 3 années du podcast. Et en 3 ans, il s'en passe des choses dans la vie d'une association. Renouvellement des membres, évolution du positionnement, évolution du projet, mais il est souvent difficile de le mesurer et de l'objectiver lorsqu'on n'a pas de point de référence. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de retrouver la toute première association que nous avions interviewée à notre micro il y a 3 ans et demi, FableLab. Comment a évolué l'association ? Aussi bien dans son positionnement, son modèle organisationnel et puis bien sûr, puisque c'était l'objet de notre épisode initial, comment son modèle économique, très lié au système de la subvention et du mécénat à l'époque, a évolué. Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 24e épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos en partenariat avec la Maïf. Pour aborder cette thématique, on retrouve Domitille. Hello Domitille. Salut. Donc tu es cofondatrice de FableLab et tu pourras aussi nous parler de l'évolution de ton statut parce que je crois que ça a pas mal évolué aussi ces 3 dernières années. Et on reçoit également Fanny Binot. Hello Fanny. Bonjour à tous. Donc tu es expert comptable associé au cabinet Fideliance en charge du secteur non marchand et on t'a déjà reçu à ce micro lors du premier épisode de cette saison et tu vas aujourd'hui nous parler de la rémunération des dirigeants associatifs. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Karl. Salut Hello Yael. Karl. Et il y aura aussi Ludo dans le coin. Salut Yael. Cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud et Peertube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web question-asso.com où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast. On est très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons Karl pour l'édito. Merci Yael. Effectivement, FabLab est la première association que nous avons reçue à ce micro il y a maintenant 3 ans et demi. À l'époque, c'était ton premier édito Yael et tu nous avais présenté les problématiques liées aux subventions dans le secteur associatif, notamment en repartant des travaux de la fameuse Viviane Tchernonog que l'on cite souvent à ce micro. On avait même dit qu'on en ferait un petit update des chiffres que nous donnions à l'époque. Pour rappel, la dernière étude de 2017 indiquait ainsi que les cotisations des membres représentaient à peu près 9% des ressources des associations. Les dons, quant à eux, c'était 5%. Les recettes d'activité, qu'elles soient publiques ou privées, c'était 66%. En soit, en fait, l'écrasante majorité des revenus des associations. Et les subventions, 20%. Les chiffres actualisés sont maintenant ceux de 2020, puisque l'étude se fait avec 3 années de décalage, et il est intéressant de constater qu'ils sont quasi stables, notamment en ce qui est relatif des subventions publiques, alors que leur part ne cessait de diminuer dans le budget des associations depuis 15 ans, elle est maintenant relativement stable. Alors bon, s'agit-il de s'en féliciter ? Je ne sais pas. En tout cas, il me semble que cette période de forte évolution de la structure du budget des associations est un petit peu en train de s'achever, tout du moins à une échelle macro. Nous constatons que la part des recettes d'activité représente à présent les 2/3 du budget des associations de façon tendancielle. Et nous constatons aussi que les subventions ne représentent plus qu'une part marginale du budget des associations. Alors bien sûr, après, en rentrant dans le détail de l'analyse, on comprend bien que cette répartition macro des recettes ne représente pas vraiment la réalité associative et que selon la typologie d'association, on va trouver une forme de budget très différente, comme on le documente au fur et à mesure des épisodes de ce podcast depuis 3 ans maintenant. Alors, quel rapport entre ces chiffres et notre épisode du jour sur l'évolution de l'association FabLab ? Il y a 3 ans, nous consacrions notre épisode à ce sujet de la subvention et spécifiquement à travers cette question un peu provocatrice, peut-on devenir dépendant à la subvention ?
D'ailleurs, je me souviens d'une discussion un peu compliquée quelques semaines plus tard avec un agent d'une collectivité territoriale responsable de la distribution de l'allocation des subventions dans sa collectivité et qui avait vu passer l'épisode et qui avait voulu m'expliquer par A plus B que non, on ne pouvait pas devenir dépendant à la subvention puisqu'il existe tout un tas de mécanismes prévenant des situations où les subventions seraient trop importantes dans une association, ce qui finalement illustrait quand même bien le décalage de compréhension des mécaniques associatives et des injonctions contradictoires envoyées aux associations. Parce que justement, une dépendance stricto sensu des associations à un financeur, c'était pas tellement ça qu'on voulait montrer, il s'agissait plus d'interroger les injonctions contradictoires envoyées au secteur associatif, comme le fait de considérer qu'une asso qui développe une activité économique classique, eh bien en fait, elle se met en dehors du champ de l'intérêt général, puisque en fait, dès qu'elle va commencer à avoir une activité lucrative qui est significative, elle ne peut plus toucher les avantages spécifiques et souvent nécessaires au monde associatif, alors même que la posture de l'État, c'est d'éloigner les associations de l'autre forme majeure de financement, à savoir la subvention. Et donc, c'est un petit peu paradoxal. Il s'agissait également, à cette époque, d'interroger la posture de l'État dans la délégation de services publics opérée à certaines associations qui, elles, peuvent être subventionnées à 100%, mais qui coûtent quand même moins cher qu'un service géré directement par la puissance publique. Et enfin, il s'agissait d'évoquer les stratégies que mettent en œuvre les associations pour ne pas devenir dépendantes à la subvention au-delà de la part que représente cette subvention dans leur budget. Et c'est ça qui était vraiment le cœur de l'épisode et c'est ça qu'on va continuer à creuser aujourd'hui. Donnons quelques exemples qui parleront sans doute à vous, nos auditeurs. Est-ce qu'il est viable de candidater à un appel à projet qui ferait 1000, 2000, 3000 euros quand il va nécessiter une semaine de travail? Comment est-ce qu'on finance les coûts de structure de l'association quand tout le monde ne finance que du projet? Comment est-ce qu'on gère la trésorerie quand les processus d'attribution et de mise en paiement durent parfois des années? J'imagine que ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées dans vos structures parce que c'est finalement celles que nous posons régulièrement dans les nôtres. Finalement, cet épisode, il était un peu fondateur dans la construction de nos discours sur le fait associatif. Alors pourquoi le poursuivre 3 ans après? Eh bien précisément parce que l'équipe de Fab Lab semble avoir trouvé les bons ressorts pour précisément arbitrer ces choix stratégiques d'un modèle économique largement basé sur la commande publique, soit publique, soit de fondation, que ça s'exprime par subvention ou par prestation. Alors voilà, si vous qui nous écoutez cherchez des pistes de solutions pour améliorer le modèle de développement de votre structure, eh bien cet épisode est fait pour vous. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir Domitil de Fab Lab à ce micro. Rebonjour Domitil. Bonjour à tous. Hello Domitil, la pression que t'as. Tu vas résoudre le problème de toutes les assos. Non, bon, blague à part, on est quand même très content de reprendre ce sujet avec toi parce qu'effectivement, vous avez beaucoup cheminé sur cette question en 3 ans et c'est ce parcours-là qui va être intéressant de retracer avec toi. Et ce qu'on vous propose, alors une fois n'est pas coutume, c'est de ne pas faire de carte d'identité parce que on t'a déjà reçu et donc, j'allais dire, je renvoie les auditeurs et les auditrices au premier épisode de Questions d'Asso. Mais en revanche, l'objet, ça va précisément être quand même de décliner ces grandes questions qu'on pose dans la carte d'identité. Donc, c'est-à-dire l'évolution de votre fonctionnement, l'évolution du modèle économique et l'évolution des modes de gouvernance. Alors, pour commencer et peut-être aussi pour nous remettre dans le bain, parce que tout le monde n'a peut-être pas en tête le premier épisode, est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que vous faites à Fab Lab et comment ça a évolué depuis 3 ans? Et peut-être même avant de commencer, on est encore en train de cheminer sur comment est-ce qu'on fait notre modèle. Vos réponses ne sont pas parfaites. Elle s'améliore de jour en jour. Et donc Fab Lab, notre mission, c'est de rendre chacun et chacune d'entre nous plus libres grâce aux mots. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 piliers. La médiation linguistique. Donc la médiation linguistique, c'est regarder comment la langue peut être un frein à l'accès au droit, à la santé, au numérique, au loisir, à l'emploi. Enfin voilà, on va aller regarder sujet par sujet la place de la langue. Et l'autre pilier, c'est la médiation littéraire. Et donc là, on va essayer d'inventer, de découvrir de nouveaux moyens d'amener tout le monde à lire et à écrire. Donc de cesser d'en faire des pratiques élitistes. Et en fait, ce qui va lier ces 2 points, donc c'est les mots, la langue et la notion d'insécurité linguistique. Et donc, c'est ce sentiment qu'on n'est pas légitime à parler parce qu'on n'a pas le bon accent, pas le bon niveau de vocabulaire, pas le bon niveau en français, ou parce qu'on parle d'autres langues, etc. Voilà. Merci. Et du coup, très concrètement, est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de projets et peut-être à mettre au regard avec des projets que vous aviez il y a 3 ans?
Alors, il y a 3 ans, en plus, je pense que j'en avais parlé dans l'épisode. On avait un gros projet qui s'appelle Cache Caché, qui sont des itinéraires littéraires. Donc, c'est comme une chasse au trésor à la découverte d'une histoire. Et donc, c'était un projet l'année dernière il y a 3 ans, qui était financé par des fonds politiques de la ville. Et donc, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup évolué sur ce projet, par exemple, parce que c'était les fonds politiques de la ville, ils sont vraiment dédiés à l'animation auprès du public en quartier politique de la ville. Et donc, nous, on était essentiellement financés sur ça. Et donc, les financeurs, ils nous tiraient sur animer le plus possible d'ateliers auprès des publics. Et en fait, pour essayer de faire grossir nos subventions, comme on partait de villes qui n'ont pas forcément... Alors, peut-être que je fais un petit point sur la politique de la ville. Le financement, c'est que vous déposez des dossiers auprès de chacune des villes. Et puis, en fait, vous avez de l'argent de la ville, puis de l'agglomération, puis de la préfecture. Donc, en fait, il y a plusieurs strates de financement. Et donc, soit vous avez, pour faire augmenter votre budget, soit vous avez une ville qui a beaucoup de moyens, parce que c'est une grosse ville, soit si c'est des petites villes, ou si vous avez besoin vraiment de faire grossir ce budget et faire grossir le projet au passage, il faut que vous soyez sur plein de villes différentes. Et donc, pour une association comme nous qui n'était pas ancrée sur un territoire, c'était un travail très, très chronophage parce qu'on avait besoin de nouer des nouveaux partenariats sur chaque ville pour mener nos ateliers. Et en plus, il fallait qu'on en anime le plus possible. Donc, il y avait un côté un peu... il y avait un très, très... Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait... Nous, on a eu cette réflexion au passage de se rendre compte qu'en fait, c'était pas forcément notre rôle de prendre Cache Caché, qui est un superbe projet pour amener les gens à lire, à découvrir que la lecture, ça peut être quelque chose de collectif, d'amusant, qui peut se faire en extérieur, de se réapproprier son espace via cette activité. Mais peut-être c'était plutôt de déployer Cache Caché en donnant la possibilité à d'autres acteurs de le faire, mais sans nous, en fait. Que nous, on leur donne juste tous les dispositifs et qu'ils s'en saisissent. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a décidé de pas de se donner un an de pause sur les fonds politiques de la ville sur ce projet et d'aller réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait déployer Cache Caché, potentiellement en allant chercher d'autres fonds sur ce projet. Et Et ça a donné quoi ? Alors, ça a donné que... Donc déjà, on clôture le projet en finissant les derniers ateliers qu'il faut faire, parce qu'en fait, on prend toujours du retard, parce que pour plein de raisons sur la question de partenariat associatif. Et on a eu des financements d'une fondation pour documenter le projet. Et l'idée, c'est que... Et donc, c'était une autre évolution de l'association, c'est qu'on a décidé aussi de mettre sur forme... de commun tout ce qu'on crée, toutes les ressources qu'on crée. Donc en licence Creative Commons, CC by SA, qui est très très libre, parce qu'elle permet aux personnes de les utiliser gratuitement, de les modifier tant qu'elles citent les créateurs et les créatrices. Et qu'elles les repartagent dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, qui est le SA Same As. Ouais. Est-ce que peut-être tu pourrais expliquer concrètement ce que ça change par rapport à la façon dont vous meniez vos projets avant, c'est-à-dire le fait de passer sur des licences libres de vos projets, est-ce que ça a changé la façon dont se diffusent vos projets ? Est-ce que finalement c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique de vos projets, mais que dans la réalité matérielle de ces projets, ça change finalement pas grand-chose ? En fait, ça va changer, nous, notre tranquillité vis-à-vis de notre éthique. Déjà, première chose, je pense que c'est vraiment très important parce qu'en fait, on va avoir... Donc, Cache Caché, c'est en cours de documentation, mais on a d'autres projets, ils sont déjà sur notre site, vous pouvez les télécharger les outils librement. Et donc, on a vu que ça a amené des personnes vers nous, mais nous aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus dans une position de diffusion. Enfin, on n'est pas très, très doué en com, en valorisation et en diffusion, aussi parce qu'on a... pas d'espace pour le faire, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous finance cet espace pour le faire. Mais disons que les quelques fois où on prend le temps pour le faire, on a un beau répondant. Et c'est beaucoup plus facile d'aller voir les gens en leur disant « Coucou, on a cette superbe ressource pour lire autrement » ou cette superbe ressource pour parler de numérique à des personnes qui découvrent le numérique. En disant « C'est tout sur notre site, c'est gratuit. » Puis on verra si on peut travailler ensemble et peut-être qu'on aura... Enfin voilà, c'est toujours un peu l'espoir des communs de se dire que ça va apporter un modèle économique, parce que soit par la formation, soit par la création de nouveaux projets. Mais disons qu'en fait, c'est intéressant éthiquement, et puis nous, ça nous donne plus de force pour aller diffuser, parce qu'on se dit, on n'est pas en train de se lancer d'abord dans une relation commerciale avec les personnes. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Oui, ça, et de ce que tu dis, c'est même un changement de posture et un changement stratégique. Oui, c'est ça. Parce qu'on va... En fait, voilà. Donc, il y a deux choses. Donc, déjà, dans le changement stratégique, c'est que on va cesser de se dire on le savait un peu depuis le début, mais là, on a réussi à le formaliser grâce à cette question des communs. C'est-à-dire, on s'adresse pas directement
aux publics qui vont utiliser nos ressources, mais on va s'adresser aux intermédiaires qui sont les professionnels ou les bénévoles. Donc, on va parler de profs de FLE. Donc, FLE, c'est français langue étrangère, de médiateurs ou de médiatrices, donc en santé, en numérique. On va s'adresser à des animateurs dans des centres socioculturels, etc. Et donc, nous, ça va... Comme c'est... Donc, voilà, donc c'est commun. Enfin, ils vont permettre ça nous a permis d'officialiser le fait que, voilà, on cessait de penser d'abord publics finaux, mais d'abord penser ces publics-là, les publics intermédiaires, professionnels et bénévoles. Et du coup, ça vous positionne, là, de ce que tu dis, plutôt en ressourcerie, hein. C'est ça. Et ce qui légitime, alors peut-être qu'on y reviendra, ou on peut faire une petite incise maintenant, aussi sur la taille de vos équipes, parce que tu as dit là que vous étiez pas ancré localement, mais en fait vous avez quand même un ancrage local. Est-ce que tu peux peut-être revenir là-dessus et peut-être dire quand même quelques mots de la taille de l'équipe, hein? Oui, alors c'était vrai que c'était pas très précis. Donc on est 6 personnes aujourd'hui, on est répartis sur 2 antennes, une en Île-de-France et une en Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément en Haute-Loire, dans un petit village. On a une association. Enfin, voilà, on va ouvrir en plus une bibliothèque avec une délégation de service public. Donc là, on a un vrai ancrage local. Mais ce qui était compliqué, par exemple, pour refaire la boucle, c'est que souvent, quand tu réponds à certains fonds, demande de subvention, les gens s'attendent à ce que tu t'adresses à un public qui est ton public associatif. Je sais pas si, c'est vraiment ça quand tu à la cible de ton association de manière classique. Exactement. Et en fait, ils ont un peu du mal à comprendre le positionnement de nos associations. Certes, on a un ancrage local, par exemple en Île-de-France, on a des bureaux, on a beaucoup d'actions sur cette région-là, mais on n'a pas un public qui nous est propre, en fait, comme aurait une association de quartier qui revoit toujours les mêmes personnes, qui passent parce qu'ils ont un local, par exemple. Nous, on va plutôt travailler avec l'association de quartier. C'est eux notre public, en fait. Je ne sais pas si ça c'est plus clair, je te vois hocher la tête. Bah oui, complètement. Est-ce que tu veux revenir sur comment vous avez fait ce switch ou cette évolution? En week-end associatif. Alors, c'est bien parce que toutes les assos que nous interrogeons ces derniers mois nous disent qu'elles ont toutes des week-ends associatifs et que c'est structurant dans leurs associations. Donc, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas de week-end associatif, vous devriez envisager d'en faire un. Et faites-en à Chavagnac-Lafayette, on connaît des superbes endroits. D'accord, et bien on mettra ça dans les liens de l'épisode. C'est le petit village en Haute-Loire. Exactement. C'était vraiment super et c'était la première fois qu'on le faisait. On a toujours essayé de le faire. On pourrait accuser le Covid. Je pense que c'est aussi qu'on n'a pas pris le temps, parce que comme tout le monde, dans les associations, on court après le temps. Mais donc on a pris le temps de faire ça et on a rassemblé une grosse partie de l'équipe salariée ou en tout cas ou qui bossait en free pour l'asso et quasiment tout le CA et quelques membres bénévoles autour. Et on a passé 2 jours et demi tous ensemble. Et en fait, c'était sur un fonds. On a eu un accompagnement. Attends, c'est les fonds. Je te vois hocher la tête. Et c'est pas. C'est les fonds d'accompagnement. DLA, voilà. Dispositif local d'accompagnement. J'allais dire, on a fait un épisode dessus en plus. Ah oui. Et, dernier épisode de la 2e saison. Exactement. Et donc, on a eu ce délai-là parce qu'on avait salarié quelqu'un sur l'antenne de Haute-Loire, donc, qui est l'autre cofondatrice de l'association. Et donc, en fait, on a pu déclencher ce délai-là. Et l'objectif du délai-là, c'était de penser notre modèle économique. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a accompagnés et qui nous a, qui nous a aidé à réfléchir à qui on était, comment on se positionnait. Et c'est là, en fait, vraiment qu'on a pu formaliser. Et même si c'était des choses qu'on avait pu dire de temps en temps, on a pu prendre cette décision. Et en plus, c'était super parce qu'on avait ce temps avec les équipes, avec le CA, pour dire, OK, on officialise ça. Et en fait, ça nous a énormément aidé déjà, nous, pour nous positionner. Et en plus, ça nous a aidé pour tout le reste de l'année après. On s'est dit, en fait, c'est sûr, cet appel à projet, on n'y répond pas parce qu'on rentre plus dedans. Si je refais le retour au sujet du podcast. Et ce qui est intéressant, parce que du coup, j'ai été à ce week-end associatif. Et on Précisons-le, tu es maintenant au conseil d'administration de Fab Lab. C'est peut-être le bon moment pour le dire. C'était à ce titre que j'étais au week-end associatif. Et du coup, là, c'est vrai que sur les derniers épisodes, vous voyez, on a fait une 3e saison. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été auto-centrée, mais on va dire que c'était aussi un bilan du podcast et de peut-être ce que nous, ça nous a appris dans nos engagements associatifs. Donc bref, cet épisode rentre aussi dans ce cadre. Et tout ça pour dire que ce qui est intéressant avec là, le témoignage que tu apportes, c'est que la personne qui vous a accompagné, typiquement sur cette question des communs,
Elle la connaissait pas. Elle était complètement à l'ouest. Alors, mais en même temps, c'est intéressant de voir que même si, et quand je dis à l'ouest, c'est que vraiment elle connaissait pas en fait le terme de commun. Elle connaissait pas même je sais pas, on parlait de sobriété principe, oui. ou de frugalité ou dans le modèle économique, c'est des choses qui étaient complètement, elle était imperméable. Je veux dire, c'était difficile de l'amener sur ce champ-là. Et pourtant, ça a quand même été structurant et c'était le fait de sacraliser ce moment-là était clé dans la suite. Et donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Enfin, je trouve que ça remet un peu en perspective parce qu'on parle souvent de faire intervenir des experts dans nos assos. En fait, parfois juste un tiers, même qui non pas qu'il s'y connaît pas, parce qu'il maîtrisait quand même très bien à la fois et le territoire de Haute-Loire et le fonctionnement des assos peut-être plus classiques. Et donc, il avait bien sûr apporté une vraie expertise de ce point de vue-là, mais en tout cas, il répondait pas à votre problématique qui était comment on invente un modèle économique autour des communs. Et c'est vrai que pour le moment, en fait, personne n'a vraiment bien la réponse. Si quelqu'un sait, on veut savoir. À cette question. Mais voilà, c'était juste pour ouvrir ça qui était quand même, je trouve, en termes de démarche, assez intéressant, en fait. Il nous a permis de sacraliser ce temps. Enfin, vraiment, c'est ça qui était très important. Et il a rythmé le temps aussi parce que forcément, on se retrouve tous ensemble, on est contents et on peut tourner en rond. Et non, mais c'est vrai, il nous a vraiment aidés. Et nous, on est ressortis avec beaucoup de force du week-end sur comment on avançait. Et donc, vous vous êtes repositionné. Et en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que vous avez aussi fait évoluer la raison d'être de votre association en considérant que ce que vous cherchiez à atteindre, c'était plus nécessairement des bénéficiaires finaux, ceux de vos projets, mais en fait, les professionnels qui se chargent de toucher eux-mêmes ces bénéficiaires. Oui, parce qu'en fait, on se dit que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des ressources et des outils. Et donc, il y a un moment, si on les garde pour nous, c'est-à-dire que s'il n'y avait que nous qui les diffusions ou que les utilisions, on serait très, très limité, parce qu'on a une petite force de frappe. Et il n'y a aucun d'entre nous aujourd'hui, que ce soit dans l'équipe ou dans le CA, qui a une vision de l'association qui dit qu'on va être 1000 partout sur le territoire, en français, en Europe. Et donc, en fait, l'autre solution qui nous reste et qui nous porte beaucoup plus, c'est de tout ouvrir et plutôt de porter la bonne parole de ce qu'on fait, c'est-à-dire de penser la langue comme lien entre les personnes, comme levier à activer pour lever des freins, parler du plurilinguisme comme aussi une richesse pour notre société. Et on a intérêt à le faire en commun, en fait, avec d'autres associations et d'autres personnes. Et là, ce que tu dis, je pense à deux choses. La première, c'est peut-être que tu peux revenir sur une diversification des types de projets que vous menez aujourd'hui. Vas-y, je pense notamment, comme ça je finis de te tendre la perche, sur tous les projets de recherche-action, en fait. Oui. Qui, pour le coup, étaient complètement absents il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Alors, pas tout à fait. C'est juste on en avait déjà un premier. C'est juste que maintenant, maintenant, c'est... Alors, c'est peut-être aussi... On pense beaucoup mieux nos projets par briques et modulables. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, les projets de recherche-action, c'est que on a ce côté recherche, on a ce côté action, et on peut... aller voir les financeurs un peu avec ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce serait peut-être un peu négatif, mais ce qui leur parle en fait. Et donc peut-être comme exemple, en ce moment, on a un très gros projet de recherche-action autour de la santé des femmes allophones, donc dont le français n'est pas la langue maternelle. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce que le fait de ne pas parler français est un frein en fait dans leur accès aux soins et dans leur parcours de santé plus largement. Et en fait, on a d'abord commencé à déposer un projet un peu global avec de la recherche, une partie terrain. Et alors là, les financeurs, ils ont pas réagi, on n'a eu que des noms. Et puis en fait, par des financements locaux, où là, on allait voir directement les bénéficiaires finaux, on a déposé une partie d'atelier. Et à partir de là, on a pu construire aussi une partie recherche. Et donc, en fait, c'est cette partie un peu en fait, de briques, de modulables, où on va avoir les financeurs avec des morceaux de projets qui les intéressent, qu'on peut construire des projets aussi plus... on arrive aussi à construire des projets. Alors, ça a l'air d'être un peu à l'envers, dit comme ça, parce qu'on commence par du terrain, puis on fait de la recherche. Mais c'est aussi une manière d'être plus flexible pour faire en sorte que les projets, au fond, ils voient le jour derrière. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est le fait que maintenant, vous pensez des grands projets, avec des phases, des séquences, des actions dans vos projets, et que vous allez chercher des financements par action de projet et pas par projet. Si je résume bien ce que
ce que vous faites. C'est ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait une énergie très importante dans plein de petits projets. Parce qu'en fait, plein de petits projets, ça veut dire plein de petits financements, ça veut dire des temporalités qui ne marchent pas forcément entre elles, et on se disperse aussi simplement son temps de travail. Et on n'arrivait pas aussi à construire des choses, enfin voilà, toujours dans cette logique, on veut construire des outils et des ressources. Pour avoir le temps et les moyens de construire des outils et ressources, on a besoin de gros projets. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on a réussi, on continue à le faire, mais essayer de ramasser nos projets autour de grands axes. Donc c'est ça que je vous disais qu'on a le côté médiation linguistique, où là on va diviser à chaque fois sur des sujets. Donc on a la santé des femmes, on a le numérique, qui sont un peu nos deux, l'accès au droit, qui sont nos 3 grandes actions du moment. On va avoir, et sur la médiation littéraire, on va travailler sur cache-caché, puis sur tout un concept qu'on essaye de porter, qui sont les arts littéraires. Voilà, on essaye de toujours raccrocher ça à ces sujets. Et ça aussi, c'est un outil un peu de prise de décision, de vérifier qu'on n'est pas en train d'ouvrir un nouveau petit projet. C'est une vraie question. Et ce que je trouve aussi intéressant là dans ce que tu dis, et pour faire le lien avec ton édito, Karl, c'est donc ce que pointent les travaux de notre très chère Viviane Tchernonog, c'est justement la difficulté de passer de petites assos à assos intermédiaires, et du coup d'arriver à consolider son modèle économique et même à le stabiliser, et du coup à assurer, j'allais dire, la pérennité de ces structures assos intermédiaires qui en fait sont, et d'ailleurs tu l'incarnes là aujourd'hui, qui en fait portent l'innovation sociale. Et du coup là je trouve que c'est intéressant parce que tu montres précisément peut-être comment, en tordant les choses, vous êtes arrivé un peu à changer d'échelle, et ce qui peut paraître peut-être paradoxal d'un point de vue extérieur, puisque souvent quand on parle de passer à l'échelle, c'est faire pareil en plus. Alors que là, en fait, vous avez changé d'échelle en vous décentrant, en changeant de bénéficiaire, hein, comme tu disais, de cible, et en trouvant un autre positionnement. Et du coup, peut-être pour rendre ça un peu plus tangible, est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, peut-être combien de salariés vous êtes, du coup, quelle place vous avez, toi et Léa, parce qu'il y a 3 ans, vous étiez en freelance. Voilà. Ouais. Donc peut-être si tu peux revenir un peu là-dessus, et peut-être Karl, tu voulais... Tu vas sur la dernière partie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est flexible. C'est flexible. Allez, vas-y, Domitil. Alors, je crois que l'année dernière, quand je suis venue... l'année dernière, j'ai envie de dire... C'était il y a 3 ans. Il y avait une salariée qui était en plus en contrat aidé, je pense. C'est ça, exactement. Et après, on était un certain nombre de personnes en freelance autour. Et aujourd'hui, on est 6 personnes salariées, dont un alternant et 2 personnes à temps partiel, sachant que tout le monde est sur 4 jours à 32 heures. Voilà. Et donc, Léa et moi, qui sommes les 2 cofondatrices de l'association, on a juste un statut de cadre par rapport aux autres. D'accord. Voilà. D'un point de vue très formel, c'était... Voilà. Et pourquoi on a fait ce choix de différence de statut ? C'est qu'il y a une différence de... Parce qu'il n'y a pas de différence de salaire, à part pour une personne qui est en formation. On a tous le même niveau de salaire. D'accord. Et quand on échangeait hier pour préparer cet épisode, alors du coup je reviens sur la partie projet, mais qui finalement va être liée à ça. Tu disais que vous aviez notamment mis en place toute une stratégie pour choisir les financements sur lesquels vous vouliez aller, notamment pour que ça corresponde à vos projets, et que vous avez mis en place une sorte de matrice de décision des financements. Est-ce que tu pourrais nous la présenter et pourquoi vous êtes allé sur ça ? Alors, elle est en cours de construction. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on prenait beaucoup de temps à décider si on répondait à un appel à projet ou pas. En fait, peut-être comment est-ce qu'on répond à un appel à projet aussi de manière très formelle. Donc, c'est Léa et moi et une 3e personne qui est en freelance quelques jours, qui répondons en majorité aux appels à projet. Et parfois, on va chercher quelques personnes dans l'équipe pour venir nous appuyer. Mais donc, à 3 personnes, en fait, on se rendait compte que parfois, on mettait un peu de temps à décider ce qu'on y va ou ce qu'on n'y va pas. Et puis, on s'est rendu compte que peut-être que ce serait pas mal d'avoir un outil pour y aller un peu plus vite. Et on a vu la Surfrider Foundation, qui avait un arbre de décision pour décider ce qu'ils y vont et ce qu'ils y vont pas. Et on s'est dit que ce serait pas mal de s'inspirer de ça pour essayer de faire les choses de manière un peu plus systématique. Donc, on a essayé de déterminer des critères qui sont l'éthique. Est-ce que le financement nous convient d'un point de vue éthique ? L'alignement par rapport à notre projet associatif,
l'envie, est-ce qu'on a envie de faire ce projet, la probabilité, est-ce qu'on y croit qu'on va avoir ce financement, et la durabilité, est-ce que ce projet va aider l'association à être stable, en fait, à durer dans le temps. Et en fait, on essaye de faire des notes de 0 à 5, de faire une moyenne de ça. Si on est en dessous, tu vois, par exemple, sur l'éthique, on est à 0, on n'y va pas. Enfin, je crois que c'est 0 ou 1 sur un des critères, on part pas. Donc très concrètement, par exemple, là, ce matin, on a dû se décider sur une fondation qui était liée à un aéroport. On a décidé de ne pas partir parce que ça ne nous allait pas d'un point de vue écologique. Et du coup, ça fait le lien un peu avec comment vous prenez vos décisions. Vous le discutez avec quelle instance? C'est-à-dire, très concrètement, c'est une personne qui fait sa petite matrice et qui le discute à d'autres ou Alors très concrètement, elle a été faite par... alors c'est... Ouais, je ne sais plus, une de nous avait vu ça. Il y en a 2 qui ont essayé de le faire. Et là, on est en train de le tester. Je pense qu'un jour, ça remontera au CA ou en AG, quand on aura suffisamment éprouvé le sujet. Ok. Mais du coup, là, ça pose une question de temporalité. Ah oui, mais de toute façon, alors que dans quel sens la temporalité? Du coup, étant au CA... Tu découvres? Non, c'est pas ça. C'est que si t'attends... Un mois. Ouais, et même, c'est pas tous les, pas tous les mois. Enfin, c'est-à-dire, tu peux pas faire remonter... Non, mais nous, on teste la matrice, là. Ouais. De toute façon, on ne demande pas aussi à chaque fois de déposer si on dépose ou pas, les pauvres. Et elle fait non, je confirme. En fait, plutôt ce qu'on va faire vis-à-vis du CA, c'est qu'on les informe de la situation économique. Donc, à la fois, surtout notre trésorerie, en fait, parce qu'en fait, je sais pas comment sont les autres assos, mais on n'a pas de problème de solvabilité. Par contre, on a un problème de trésorerie, vu le temps qu'il faut pour, entre le moment où on dépose un dossier, le moment où on a la réponse, et puis le moment où on a les fonds. C'est très long. Donc, on va plutôt informer le CA de ça et de ce qu'on est en train de faire, quels sont les gros appels à projets auxquels on répond, ou quelles sont les grosses prestations qu'on est en train de mener. Alors ça, c'est plutôt nous en interne, c'est un peu notre tambouille du moment pour essayer de gagner du temps et arrêter de se poser la question. Pour certains appels à projets, on a dit oui, puis non, puis on recommence, et puis on commence à écrire, puis finalement on met à la poubelle. Parce qu'en fait, il y a aussi la question... il y a un enjeu, donc j'ai parlé un peu d'éthique, mais aussi quelquefois, on doit tordre des projets pour les faire rentrer. Nous, donc il y avait la question, on tord les projets à cause des publics, parce que il y a plein de... Donc, comment est-ce qu'on tord pour faire passer le côté qu'on ne s'adresse pas à des personnes, mais à des... si on s'adresse toujours pas des publics finaux, mais à des professionnels ou des bénévoles. Et puis, il y a cette question, quelquefois, notre projet rentre dedans, mais un petit peu quand même, mais pas vraiment. Donc, on débat 4 fois. Donc, on se dit, au moins, on prend une décision une bonne fois pour toutes, en prenant tous les critères. C'était un peu pour ça. C'était pour gagner ce temps. Et là, en t'écoutant, je me dis... Vous n'allez pas sur des logiques de coalition ou de consortium, ce qui peut du coup faciliter le côté bénéficiaire finaux, intermédiaire? Si, on fait ça. Et je pense que c'est aussi une de nos évolutions. On construit de plus en plus des partenariats, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est demandé aux assos. Est-ce qu'on est dépendant de la subvention? On est dépendant de la subvention et au consortium, parce que tout le monde te demande ça. Et en fait, nous, sur plein de sujets, ça marche très très bien parce que je dis par exemple sur la médiation linguistique, c'est là où on a des consortiums peut-être les plus complets. En fait, nous, on arrive avec notre expertise de médiation linguistique, mais on a besoin du partenaire qui a... par exemple, on a un très très gros projet sur médiation linguistique et médiation numérique. Et là, nous, on n'a pas spécialement une expertise sur comment est-ce qu'on fait de la médiation numérique. Donc la médiation numérique, c'est comment est-ce qu'on amène des personnes à être plus autonomes dans leur usage du numérique. Et là, on a travaillé avec la COPNUM et le réseau PIMS Médiation pour mener un projet de recherche-action, justement. Et c'est parce qu'on était tous les 3 qu'on a pu aller chercher l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, pour financer le projet. Et donc, en fait, là, le partenariat était très, très structurant. Et puis, et en plus, ce qui était super avec un réseau comme le réseau PIMS Médiation, c'est que la diffusion, elle va se faire presque naturellement. Donc, c'était très, très porteur. Et alors, tu cites toi-même le titre de cet épisode d'il y a 3 ans sur est-on dépendant de la subvention. Il y a 3 ans, tu nous avais dit notamment que vous étiez un petit peu refroidi par les relations que vous pouviez avoir avec des fondations.
Aujourd'hui, en termes de typologie d'acteurs qui vous financent, est-ce que vous avez finalement fait le choix, justement, comme tu le disais là avec la NCT, d'aller plutôt sur des financeurs publics? Est-ce que vous financez encore auprès d'acteurs privés? Comment est-ce qu'il a évolué votre financement? Alors, il change d'année en année. C'est assez amusant parce qu'en fait, parfois on est très financé par le public et parfois très par le privé. En ce moment, on a beaucoup de financement privé. Par exemple, sur la santé des femmes, on a eu un très gros financement de la Fondation de France, sur la documentation de la Fondation Orange. Et en fait, je pense que il y a 3 ans, on ne savait pas leur parler aux fondations. Et je sais, parfois on se demande, on apprend en fait, je pense que ce qu'on a beaucoup appris, c'est comment est-ce qu'on s'adresse mieux aux acteurs et comment est-ce qu'on leur parle chacun comme ils ont besoin qu'on leur parle. Et je suis sûr que ça va intéresser des tonnes d'associations, ce que tu nous dis là. Alors, on n'est pas encore très doués, je pense. Mais en fait, surtout, je pense que ce qui est alors important de dire, c'est qu'il n'y a pas plus gros mensonge que quand on a un dossier prêt, on copie-colle partout. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Il y a toujours des questions différentes, il y a toujours une manière différente de présenter le projet. De toute façon, il faut refaire ton budget parce que tu ne mets pas exactement la même chose. Donc, il faut un peu se rassurer si ça prend plein de temps, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas copier-coller parce qu'on doit parler différemment et en plus, on ne présente jamais exactement le même projet. Et je pense que c'était ce qui nous avait refroidi il y a 3 ans, c'est qu'on n'avait pas accès encore à des financements importants de fondations privées. Et en fait, on s'épuisait en parlant pas comme il faut aux fondations, mais en plus, on savait que derrière, les financements auxquels on aurait accès ne seraient pas forcément suffisamment conséquents pour arriver à ce qu'on voulait, ce qui était de salarier les personnes qui étaient en freelance pour l'asso. Mais malgré tout, quand même, pour leur rendre justice, c'est quand même des financements privés qui ont permis de lancer Fab Lab. Okay. C'est 2 fondations privées qui nous ont fait confiance en premier. Et alors, tu dis financer, qui vous ont permis de vous financer. De ce que je comprends, vous avez quand même largement grossi depuis 3 ans. Je sais que dans mon association Designer Éthique, on a à un moment bénéficié d'une subvention publique structurelle qui nous a vraiment permis de level up, parce qu'en fait, ça nous a fait justement du cash de trésor qui arrivait très vite et qui nous a permis de nous développer. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça aussi dans votre vie d'association où vous avez bénéficié de financements qui ont vraiment fait une différence d'approche sur, en fait, ça nous donne de l'air pour respirer et pour aller plus loin dans le développement de l'asso? Oui, alors je pense qu'avant les premiers épisodes qu'on a fait, on a eu ce premier financement qui était un financement public aussi, qui nous a donné de l'espace pour lancer vraiment l'activité en y consacrant du temps autre que... en n'ayant pas besoin de pouvoir commencer à nous-mêmes se mettre en freelance. Donc ça, c'était le premier point avec les 2 financements privés. Et le deuxième, je pense que c'était l'année dernière. Donc l'année dernière, à la même époque, on devait avoir que 3 personnes salariées. Et tu vois, on a eu plein de financements privés et publics qui sont arrivés. Parce que sur un certain nombre de projets. Et en fait, on a pu, avec en plus une partie de... En fait, on a quand même fait pas mal d'assauts quand tu veux embaucher des gens. On avait gardé des réserves de trésorerie pour le faire. Et en fait, on a eu d'un coup plein de personnes qui nous ont fait confiance sur des projets différents et on a pu embaucher les personnes qui étaient là depuis un moment. Donc, il y a vraiment... Il y a des paliers. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'aussi, vis-à-vis des gens qui nous connaissent depuis longtemps, leur montrer qu'en fait, certes, c'est pareil, parce qu'on a eu le même nombre de personnes, mais c'est pas pareil parce que tout le monde est salarié, donc on a des coûts plus importants et qu'il va falloir suivre un petit peu. Et alors, justement, vos futurs enjeux d'un point de vue financier, qu'est-ce que vous envisagez là à l'avenir de faire en termes de recherche de subventions? Tu parlais notamment de l'échelon européen. Comment est-ce que ça va évoluer? Qu'est-ce que ça change pour vous en ce moment? Et peut-être, est-ce que tu peux donner aussi l'ordre de grandeur de là où vous en êtes aujourd'hui? D'un point de vue de budget? Oui, d'un point de vue de budget. Là, l'année dernière, on avait un budget d'un peu moins de 180 000 euros. Je pense que ça, on n'a pas encore nos comptes. Un peu en retard. On n'a pas encore nos comptes. On va avoir à peu près ça. Et par contre, cette année, on va tourner autour de 300 000 euros. Donc, on va avoir un gros gap, mais qui... Et donc, l'enjeu, c'est que pour 2024, c'est bon, on a nos... Mais c'est nos prochains enjeux, c'est comment est-ce qu'on porte l'année 2025. Alors, je ne sais pas où sont les gens qui nous écoutent, mais nous, c'est une grande victoire de ne pas avoir 6 mois de vision. Enfin, donc,
Donc c'était chouette. Et puis c'est en tant que personne c'est très reposant en fait pour les personnes qui portent c'est la direction d'une association. D'avoir un peu de marge. Alors nous ce qu'on imagine, c'est qu'on continue à faire nos recherches de subventions auprès de fondations privées sur les sujets qui nous portent. Bon, il y a la question des subventions publiques sur lesquelles on pourra revenir. Et en fait, effectivement, on pense beaucoup à l'échelon européen. Parce que, déjà, dans cette logique de commun, elle nous porte vers ça, puisqu'il y a toujours cet enjeu de diffusion. Surtout que nous, on est sur la valorisation des langues et du plurilinguisme. Donc, sortir de France, ça fait aussi sens. Et parce qu'en fait, c'est aussi, on nous a bien orientés sur ça, en nous disant qu'il y avait des fonds, c'était aussi les fonds européens, ils sont là aussi pour construire des ressources. Donc, en fait, ça fait vraiment sens pour nous. Vous n'avez pas encore déposé votre premier projet? On n'a pas encore déposé. C'est pour octobre. Donc, quand les gens nous écouteront, on aura déposé. J'en ai fait avant, donc ça me fait entre les deux peurs. Non, on parle des fonds Erasmus+, parce que tout le monde nous a dit que c'était faisable d'un point de vue administratif. À un moment, justement, avec des consortiums d'acteurs, on pensait déposer du FSE, du Fonds social européen. Et l'enjeu du Fonds social européen, c'est que tu as des délais de... Donc déjà, tu as un administratif énorme et un délai de paiement qui... Alors, quand je connaissais des gens qui le faisaient, il y avait déjà 2 ans. Je ne sais pas si c'est toujours 2 ans. Ouais. C'est toujours 2 ans. Enfin, non, je dis ouais pour dire OK, c'est important, mais je sais pas Non, si c'était 2 ans, donc ouais. Et c'est pas des petits montants. Donc si tu n'as pas je sais pas, si tu n'as pas une banque qui te suit pour ta trésor, je ne sais pas comment tu fais. Ouais. Et donc, vous, justement, en termes de trésor, tu disais qu'à un moment, ça avait été compliqué. L'année dernière, au début on a cru qu'on allait avoir un mur l'année dernière vers le printemps. Et alors, on a réussi à repousser le mur en ce que font les gens habituellement. Tu réduis tes coûts et tu vas chercher des prestations. Et en fait, et c'est là, je pense qu'on avait pris cette décision à ce moment-là de mettre certaines choses, de mettre ce qu'on pouvait en commun. Et c'est ça que je pense que ça a facilité tout le positionnement des personnes dans l'association, de se dire, OK, on va faire un travail on pourrait dire de commercial, mais dans une éthique différente, parce qu'on va aller chercher des gens en leur disant « Regardez, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et en fait, ça nous a ouvert des portes, et en fait, ça marche. Enfin, voilà, les choses se sont enclenchées, ce qui fait que maintenant, on est sur une autre pente. OK. Autre question, les coûts de structure. Vous financez par appel à projet, vous montez des projets. Comment est-ce que vous arrivez à gérer vos coûts de structure, et comment est-ce que vous arrivez à les faire payer par vos financeurs? On a eu 2 fois des fonds sur des coûts de structure, des frais structurels, des fonds de fonctionnement, 2 fois. C'était bien. Et cette année, on s'est fait retoquer l'appel à projet sur ça. Donc c'est une vraie question en vrai. C'est vraiment un manque qui est pointé. Je crois qu'il y a le CESE. Vous savez, le CESE, il a fait une consultation auprès des assos. Et je crois qu'il y a plein d'assos aussi qui disent c'est juste pas possible. Enfin, on peut pas tenir. Et ils ont lancé une alerte. Il y a quelques, semaines ou mois, là. Oui, c'est ça. Forcément moi pour ceux qui nous écouteront. Comment on fait? Alors déjà, on a un peu de prestations. L'année dernière, on avait presque 25% de revenus issus des prestations. Donc en fait, ça nous donne de la marge pour financer nos coûts de structure. Et on met dans nos appels à projets une ligne frais fixes, qui est plus ou moins bien reçue. Alors, je suis preneur des discussions sur le moins bien reçu. J'ai assisté à un jury, c'est pas nous qui nous sommes fait allumer, mais des personnes qui se sont fait allumer parce qu'ils avaient mis 5% de frais de structure. J'étais un peu embêtée parce que moi aussi j'avais une petite ligne. Mais... Ouais, pour parler... C'est une vraie... t'as un exemple aussi. J'ai un exemple de mon association. L'autre jour, je soumettais un appel à financement, à subvention auprès d'une métropole. La personne m'appelle et me dit ah oui, je suis embêté parce que vous avez mis 15% de frais de fonctionnement. Alors, toi, c'est peut-être 5, nous, on met 15%. On met pas 15 non plus, ça dépend en fait des financeurs. Ouais. Et donc, la personne me dit bah ouais, mais nous, on finance que du projet. Et donc, moi, je commence à la titiller un peu en lui expliquant que en fait, nos locaux, nos frais de fonctionnement généraux, la compta et tout, je ne vais pas faire le laïus, se financent pas tout seul. Et la personne embêtée me dit bah ouais, mais bon, il y a des financements spécifiques pour ça, etc. Et en fait, effectivement, c'est quelque chose d'absolument récurrent que vivent toutes les associations.
Non, il n'y a pas de financement spécifique pour ça. En tout cas, ils sont extrêmement compliqués à aller chercher. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu, j'allais dire absurde, mais c'est plutôt hypocrite, le bon mot, que de considérer que les appels à projets ne doivent pas inclure les parties de financement de coûts structurels, parce que voilà, tout asso doit financer son comptable, ses fiches de paie, etc. Enfin voilà, tous les coûts, évidemment, qui ne sont pas spécifiques à un projet. Bref, c'était le petit coup de gueule. Mais ce qui est peut-être petit point positif, c'est qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, je pense notamment philanthropiques, qui sont en train de réfléchir à cette question. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont trouver des solutions rapidement. Ouais, et puis mais, là encore, c'est une sorte comment dire, de système qui pallie à une politique associative qui va, là encore, sur le moindre coût, sur aller chercher aller gratter partout là où on peut gratter, quoi. Et donc, quand en plus on rentre mal dans les dispositifs des acteurs de la philanthropie, et ben là, c'est la double peine. Tu veux nous en parler 2 secondes? On a fait un épisode le mois dernier sur cette question de designer éthique. Je ne sais pas si on a parlé spécifiquement de ce point-là. Non, on n'a pas dû parler de ce point-là. Bon, on refera un épisode, un de ces 4. Peut-être un dernier point dont tu ne nous as pas encore parlé, c'est la problématique du rescrit fiscal d'intérêt général, qui visiblement a l'air d'être un sujet pour vous, parce que vous n'avez jamais osé le demander. Ouais, et parce que en fait, des fois, vous vous demandez si vous êtes bien dans les clous. Ah non, ça va. Mais par contre, on fait en sorte, souvent... Alors, pour moi, il fallait pas le demander. Ce que j'ai compris d'ailleurs du premier épisode, il faut pas le demander. C'est très bien. Si vous avez une chose à retenir de ce podcast, ne demandez pas le rescrit fiscal. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas... on y réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un enjeu de rester bien dans l'intérêt général parce que c'est des règles. Voilà, il faut rester dans ces règles. Après, on n'a pas d'interrogation sur le fait que notre mission, notre fonctionnement est d'intérêt général. Mais par exemple, tu vois, je te parlais de prestations. Il ne faut pas dépasser certains niveaux, ou alors il faut commencer à sectoriser. À sectoriser, voilà, c'est le bon mot. Et alors, il faut qu'on la surveille, notre prestation, pour pas qu'elle dépasse ça. Donc, par exemple, ça va être un enjeu. Et tu vois, c'est aussi pour revenir sur les communs. On va dire que je suis un peu obsédée, mais dès que tu mets les choses en commun et que tu produis des choses et que tu les gardes pas pour toi et que tu mets pas une licence, comment tu peux pas être d'intérêt général? Tu sais, t'as plusieurs critères et un autre, c'est que ça s'adresse pas à un nombre petit de personnes. Bah non, ça s'adresse pas à un nombre petit de personnes. Donc, il y a plein de choses qu'on va mettre en place qui fait c'est quelque chose qu'on va surveiller parce que de toute façon, on se le doit un peu de façon éthique au sein de l'association d'avoir ça en tête. On est une association d'intérêt général, donc on va vérifier que nos actions, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'alignement, est-ce qu'on est bien aligné avec cet objectif? Et après, il y a des choses très formelles, par exemple le niveau de prestation. Je sais pas, j'ai qu'en tête le niveau de prestation, mais la rémunération des dirigeants, mais ça se pose pas trop chez nous comme question. Donc, voilà. Disons que ça se pose plus, et peut-être pour dernier point sur l'évolution du modèle, c'est que du coup, il y a 3 ans, vous étiez quand même sur, finalement, pas beaucoup, avec cette grande question de vous étiez en free, comment on se sécurise, et du coup, avec aussi beaucoup de questions sur vous, votre positionnement dans l'asso. Et j'ai l'impression que là, 3 ans après, donc déjà, vous vous êtes super stabilisé, là, on l'a quand même bien vu, mais vous avez aussi réussi à embarquer, j'allais dire, plein de gens. Non, mais c'est vrai, de manière beaucoup plus forte, je veux dire, à la fois dans le bureau, dans le CA, les salariés que vous avez. Enfin, j'ai l'impression que, et je ne sais pas si on l'a bien insisté dessus, mais la dimension de professionnalisation qui, il y a 3 ans, était plus une question de survie, qui était comment, en fait, on vit chaque mois individuellement, c'est complètement la transformer avec la structuration de l'asso. Alors c'est vrai que donc nous l'association a été fondée d'abord donc par deux personnes et donc Léa et moi et donc on est allé chercher autour de notre premier cercle pour construire le CA autour. Donc je pense qu'il est assez classique de plein d'associations, assez classique. Ça arrive dans d'autres associations. Et en fait on a fait ce travail de 3 ans et je pense qu'il est encore en cours de transition aussi de notre gouvernance. On passe de notre premier cercle qui sont des gens intéressés par ce qu'on fait, mais qui sont des gens proches de nous, à des personnes qui viennent beaucoup plus parce qu'ils ont une expertise à apporter à l'association. Donc c'est cette transition qui
qui est en cours et qui travaille sur cette professionnalisation de l'association et qui est aussi en lien avec l'intérêt général parce que il y a cet organe de gouvernance de l'association qui se met bien en place. Et qui vous ancre aussi dans des réseaux. Oui, et qui nous ancre dans des réseaux, qui nous permet aussi donc de diffuser, mais aussi de monter des projets liés à ces réseaux. Par exemple, sur notre projet santé des femmes, médiation linguistique et santé des femmes, on a au CA quelqu'un qui est une experte en santé publique. Et c'est super intéressant d'avoir donc son regard d'experte à nos copiles sur ce projet. Donc on va avoir, c'est un exemple parmi d'autres. Et d'ailleurs, typiquement, plus globalement sur ce sujet-là, vous avez aussi une sorte de comité ad hoc de suivi avec d'autres personnes expertes qui peuvent... C'est ça. En fait, donc ce projet, il rassemble tous les membres du CA qui veulent. Donc, Yael, tu viens parfois. On a d'autres membres du CA. Parfois. Ah non, elle vient presque tout le temps. J'ai raté le dernier. Désolée, c'était pas du tout. Et donc, tous les gens du CA sont invités. On invite tous les partenaires du projet. Et ce qu'on travaille avec 2 anthropologues. Et donc ça nous permet de faire des points d'étape. C'est vraiment quelque chose où le CA peut décider de s'investir sur certains projets en particulier parce qu'ils pensent soit parce que ça les intéresse, soit parce qu'ils ont une expertise particulière à apporter au projet, que ce soit en termes purement opérationnels, mais aussi de stratégie en lien avec le projet. Et peut-être aussi ce qui est intéressant, moi je suis très contente parce qu'on avait une alternante qui est rentrée au CA de Fab Lab. Et je trouve que c'est super. J'espère que c'est quelque chose qu'on pourra. Que les personnes qui étaient certains jours salariés de l'association, qui rentrent au CA derrière, je trouve que c'est très très riche parce que ça permet de. C'est des personnes qui ont des connaissances très fines de ce qu'ils ont fait au quotidien et donc qui peuvent, quand ils passent au CA, apporter un point de vue. Ils font le bon intermédiaire. Ça fait des beaux liens. Donc, tu veux dire qu'elle était alternante, elle a quitté son alternance, elle a fini son alternance et elle est ensuite rentrée au conseil d'administration. C'est ça. Et pas un petit poste, parce que c'est au secrétariat général. C'est ça. Est-ce que, justement, vous voulez continuer à faire évoluer ce conseil d'administration ? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller de... Est-ce que vous allez jarter Yael ? J'allais le dire. On veut la réponse. Yael, on te garde. S'il te plaît, reste. Non, mais justement, Yael mentionnait bien cet enjeu stratégique à bien choisir les membres de son conseil d'administration, et c'est un point qu'on n'a pas vraiment encore évoqué dans les épisodes de questions d'assaut, mais c'est... Oui, vas-y. Non, et d'ailleurs, j'en profite parce que je sais que je vous embête à chaque fois que je participe au CA en disant « Et quand est-ce que vous faites un CS ?» donc un conseil scientifique, toujours dans une logique un peu stratégique d'ancrage, du coup, dans d'autres réseaux. Et effectivement, voilà, les conseils d'administration ont certes ce rôle d'orienter l'association de contrôle de l'association dans son activité, mais aussi d'être finalement un lieu de réseau où on peut étendre les possibilités de l'association. Et d'interconnaissance. Et d'interconnaissance, tout à fait. Tu citais le fait que vous avez intégré de plus en plus d'expertes dans ce conseil d'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez atteint une sorte de seuil de stabilité de ce conseil d'administration par rapport à ce qu'il vous apporte, c'est-à-dire aussi bien sur le fait d'avoir des personnes proches qui vont peut-être avoir un lien d'attachement à votre association qui est plus fort, des personnes qui sont expertes, qui vont pouvoir vous apporter justement ces opportunités, ou est-ce que vous voulez encore le faire évoluer, auquel cas dans quelle direction ? Alors, je pense qu'on peut encore faire rentrer d'autres experts. On a pas typiquement sur les financements européens, avoir quelqu'un qui a pas forcément une spécialité sur les financements européens, mais une meilleure connaissance de l'Europe, ou en tout cas cette vision internationale, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. On a en ce moment un gros projet sur l'accès aux droits. Enfin, tu vois, on pourrait, sur chaque sujet d'expertise, on pourrait avoir une référence au CA. On a aussi une grosse partie autour du développement, au sens développement web. Pareil, tu vois, donc en fait, l'expertise, je pense que... Je ne sais plus dans nos statuts, je crois qu'il y a une limite à une... je te regarde, Yael, mais... Membres. De nombre de membres. Yael, connais-tu les statuts Yael adore aller dans les AG, donc peut-être que oui, elle connaît les statuts de Fab. Mais donc, et surtout les week-ends associatifs, on a compris. Mais donc, en tout cas, je pense que ça, on a... D'ailleurs, dans nos réflexions avec le CA sur comment on fait évoluer, ça fait partie des questions qu'on pose. Et d'ailleurs, je le pose là parce que je trouve qu'il y a typiquement un profil dans votre CA qu'on voit
quasiment jamais et qui pourtant est super intéressant et ça reboule des discussions qu'on a eues dans d'autres épisodes, qui est un profil de personne qui maîtrise très bien les RH, puisque j'ai oublié son poste Muriel, avant. Elle était inspectrice du travail. Et ça, quand même, c'est génial. Et ça, c'est super précieux parce que je dis que c'est des profils auxquels on ne pense pas parce qu'on pense toujours expertise liée au projet ou liée au financement. Et là, c'est un profil qui est vraiment lié au droit du travail. Et en plus, dans une logique même, tu vois, tu parlais d'éthique. Enfin, et du coup, c'est l'éthique pas que dans le projet, mais comment tu le fais vivre en interne. Enfin, je trouve que ça amène des réflexions qui sont très intéressantes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'on ne pense pas assez aux inspecteurs du droit du travail. Et toujours sur ces questions de membres du conseil d'administration, est-ce que vous avez réfléchi à l'opportunité, ou à l'hypothèse plutôt, on va le formuler comme ça, à l'hypothèse d'intégrer des structures qui vous soutiennent dans le conseil d'administration, certains de vos financeurs, des mécènes, des institutions publiques? Alors pour l'instant, il y en a personne qui nous l'a demandé et on n'a jamais proposé. Alors en fait, de fait, on n'a pas de personne qui nous finance de manière récurrente. Enfin, tu vois, on n'a pas de... tu vois, il n'y a pas un département qui, chaque année, a une enveloppe pour nous, alors qu'il y a quand même un certain nombre d'assos, donc c'est le cas. Et je t'avoue, de ce que j'ai pu voir ailleurs, parfois on a été un peu surprise de certaines organisations où... c'est toujours la question des interdépendances associatives, mais en plus, quand tu as des assos qui sont au CA l'une de l'autre, où il y a une collectivité locale qui a leur CA, et ensemble, ils se mettent tous ensemble pour répondre à un appel à projet, tu commences à avoir des choses... Enfin, je dis pas que c'est pas légal, que c'est pas éthique, j'en sais rien, mais de l'extérieur, parfois, tu peux être un peu surpris. Enfin, voilà. Et donc, nous, pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que dès que tu fais rentrer une collectivité, en fait, tu fais un espèce de jeu politique qui est assez essentiel. Il y a un moment, il faut aller chercher ces fonds. Et si la solution, c'est d'avoir une collectivité dans ton CA, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous, on n'en est pas du tout là. On n'en a pas spécialement envie. Je pense que il y a peut-être d'autres manières de faire participer les collectivités publiques. Il faudrait peut-être inventer des instances un peu comme le CS. D'ailleurs, on a vu des gens... Ah, super, ça avance. ça avance. Mais je sais que les SCOP, par exemple, elles peuvent avoir un collège pour... Mais vous pourriez tout à fait imaginer avoir des collèges, même dans une asso. On pourrait imaginer. Alors, tu vois, il nous faut des fonds de fonctionnement pour penser ça. On reboucle la boucle. Et peut-être, je vais juste revenir là sur le CA. Je pense que aussi, comme vous le pensez en ce moment, et ce qui, moi, me semble quand même plus safe, c'est plutôt d'amener des personnes, ce qu'on appelle qualifiées. Enfin, ce fameux... en fait, tu prends la personne pour ses multiples casquettes, mais c'est bien la personne que tu vas chercher, et pas les structures. Ouais. Du coup, ce qui amène, je trouve, autre chose, et ça fait quelque chose d'un peu plus... Enfin, juste précisément de plus ancré, et ça me fait... je pense que ça fait du lien avec l'épisode qu'on avait fait sur les partenariats, où on voit bien que, en fait... tu as les partenariats, comment on dit, les contrats que tu signes, les contrats de convention là, entre des structures, mais en fait à la fin c'est bien incarné par des relations avec des vraies personnes, et voilà, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est intéressant de travailler au CA si tu veux faire vivre ton CA, et surtout avoir vraiment accès à l'ancrage à des réseaux derrière, et ça me semble moins risqué que de mettre un financeur qui, par exemple, va changer la semaine prochaine parce que tu as des élections qui font qu'il est plus du bord que tu étais, ou c'est plus la même personne parce qu'elle change de poste, ou je ne sais quoi. Autre sujet lié aux questions de ressources humaines, qu'est-ce que plutôt a changé pour vous la semaine de 32 heures que vous avez mis en place dans la structure? Est-ce que ça porte des contraintes particulières en termes de soit recherche de financement, gestion de projet, gestion opérationnelle de l'association? Alors, le temps est très court, donc on n'a pas beaucoup de temps pour se voir. Non, en recherche de financement, pas spécialement, en fait, parce que je pense pas que les financeurs le voient directement. Peut-être qu'on le dit pas assez, alors que je pense que c'est un élément qui incarne un peu qui on est aussi. Après, les salaires, ils sont ce qu'ils sont dans le secteur associatif. Donc, je pense que c'est une manière aussi de compenser, en fait, le fait que les salaires ils sont au niveau du secteur. Et donc, ok, certes, on n'a pas forcément des
salaires mirobolants, mais on a ce jour en plus. Donc je pense que c'est surtout donc c'est une manière de compenser toutes les personnes qui travaillent dans l'association. Tu veux dire, pour bien comprendre, que vous êtes payé à 100% en travaillant 32 heures? Alors non, on doit quand même déclarer 32 heures, mais... Oui, mais du coup, le Oui, montant exactement. est comme si c'était un temps plein, quoi. C'est ça. Et alors, en termes d'organisation, en revanche, il faut s'organiser pour faire tout tenir en 32 heures. Nous, je pense que notre gros avantage, c'est qu'on a assez peu, donc on a peu de temps de frottement lié à des réunions, etc. On arrive plus ou moins à les tenir. Enfin, je pense, par exemple, le mois de juin, c'était vraiment compliqué. Ça m'est arrivé de travailler plutôt 4 jours et demi, 5 jours. Dans ce cas, on essaye de les récupérer. Mais je pense que dans l'ensemble, de plus en plus, on arrive à sacraliser cette semaine de 4 jours. Voilà. Franchement, c'est vraiment enfin, y arriver, ça fait, d'un point de vue personnel, c'est un bel équilibre, en fait. Ça permet... surtout qu'en fait, souvent, on est dans des personnes qui sont assez engagées, des salariés en général ailleurs, soit parce qu'elles ont des pratiques artistiques ou d'autres pratiques associatives, qu'elles ont des enfants, enfin voilà, ou qu'elles aiment bien faire autre chose. Et en fait, ça donne de l'espace. Et tu vois, tu parlais de sobriété tout à l'heure. Je pense que la sobriété, ça va aussi ralentir un petit peu. En fait, ça pose la question des financements dans le sens où ça nous oblige aussi à ramasser nos projets et à arrêter de se précipiter en permanence, on est dans une autre dimension liée au temps. Une dernière question qui me paraît assez essentielle. Dans 3 ans et demi, on fait un épisode. Alors, on fait un épisode, mais surtout, comment tu vois Fab Lab dans les futures années? C'est quoi vos enjeux à venir, en fait? Parce que là, on a surtout décrit l'évolution jusqu'à présent. On a un petit peu parlé de ce que vous imaginiez faire là dans les prochains mois, que ce soit les projets européens, ce genre de choses. Comment est-ce que vous percevez le futur de votre asso dans les années à venir? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir plus de salariés? Est-ce que vous voulez vous restreindre à ce niveau de salariés? Est-ce que vous envisagez des évolutions organisationnelles ou pas forcément sur les projets? Est-ce que vous pensez que vous allez rester sur les mêmes types de projets? Bref, le futur de Fab Lab. J'ai l'impression de passer un entretien. Et dans 5 ans. Alors, je pense qu'on n'est pas très loin de notre vitesse de croisière de salariés. Je pense qu'il nous manque encore quelques postes. Par exemple, on a besoin d'une personne en plus, des personnes en plus pour de la gestion de projet, de l'animation ou de la valorisation de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un très, très gros enjeu. Ce qu'on disait justement au week-end associatif, là, ce super week-end, c'est qu'on voulait devenir une référence sur nos sujets, donc qui sont la médiation linguistique et la médiation littéraire. Et en plus, peut-être 2 autres sujets. Alors, là, je rentre dans le concret. On parle de plus en plus d'insécurité linguistique, donc qui est en fait le fait de se sentir pas légitime vis-à-vis de la langue, et d'art littéraire, qui sont en fait toutes les formes de lecture ou d'écriture qui se situent en dehors du livre. Et donc, c'est vraiment des sujets qu'on aimerait porter. Et en fait, pour nous, je pense que l'enjeu, c'est de devenir des références sur ces sujets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un boulevard devant nous et il y a de la place pour beaucoup d'autres acteurs parce que la langue ou les langues, si on parle du plurilinguisme, c'est pas quelque chose qui est beaucoup pensé dans le travail, dans la médiation sociale, dans la culture aussi, en fait. Et donc, en fait, on a immensément de choses à faire et plein de choses à construire avec d'autres personnes aussi, d'autres structures. Et du coup, là, je pense à 2 autres choses. Allons-y. Non, la première, c'est, du coup, vu le contexte, est-ce que ça vous fait... Parce que là, nous sommes le 4 juillet. Pardon. Non, ouais, donc 2 jours avant le second tour des élections législatives. Donc c'est difficile quand on parle de langue, de allophonie, vous êtes quand même aussi. Alors il y a. Et du coup, je pose la deuxième question, comme ça permet d'ouvrir aussi. Tu dis référence. Comment ça s'incarne être un acteur de référence? Tu penses à nous comme ça? Non, je sais pas très bien, mais il y a vraiment de ça où quand tu veux chercher une expertise sur ce sujet, tu vas nous chercher. Que chaque prof de FLE, parce qu'il y a encore des profs de FLE ils utilisent nos outils. Que les personnes, en fait, quand elles arrivent sur les territoires en France et qu'elles ont besoin d'apprendre à parler français, à un moment ou à un autre, elles vont peut-être se retrouver avec notre outil dans les mains. Ou qu'on pensera à cette question du plurilinguisme dans la manière dont on va
parler des langues en France aux enfants ou aussi aux adultes, en fait. Qu'on n'ait pas forcément que cette question... c'est très monolingue, la manière dont on envisage les langues en France. Bon, et maintenant, si on parle du contexte politique, c'est un vrai enjeu, parce que forcément, nous, quand on parle de langue, on travaille beaucoup avec des personnes migrantes, des personnes en précarité, des personnes vulnérables. Et donc, il y a une vraie question, c'est, déjà, la première question, déjà, est-ce qu'il y aura encore des financements sur ces sujets? Et la deuxième, est-ce qu'on a vraiment envie de ces financements d'un gouvernement d'extrême droite? C'est pas une petite question, c'est est-ce que, si je caricature sur le pour et le contre, le contre, on n'a pas envie de travailler avec eux, le pour, qu'est-ce qu'on fait si on n'existe plus en fait non plus? Voilà, caricature. Et on n'a pas de réponse pour l'instant. Les financements européens. Les financements européens. Voilà. Les financements européens, effectivement. Mais en fait, de toute manière, ils n'arriveront pas avant 2025. Et aussi, et dans ce cas-là, peut-être, il y a quand même une question de comment est-ce que... nous, on est une association, pour l'instant, petite, pas forcément beaucoup positionnée. Est-ce qu'on change aussi ce positionnement pour avoir un côté plus militant sur nos sujets? Oui, et j'ai l'impression, typiquement, là, le fait que vous fassiez de plus en plus de recherche-action, ça outille aussi les réflexions de plaidoyer, potentiellement. Enfin, je ne sais pas après si vous allez aller là-dessus, mais... Exactement. Mais donc, ce cas, ça ouvre à deux... voilà. Nous, on n'est pas très... On a vraiment à s'améliorer cette question de communication, diffusion, valorisation. Et je pense que le plaidoyer, il va juste derrière, logiquement. Parce qu'on a on est très convaincus de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on fait. Et par contre, il nous manque un peu cette dernière brique. Parce que, tu vois, peut-être une autre expertise à avoir au CA. Avant de conclure, on vous propose une petite question d'expert avec Fanny, qui va nous parler de la rémunération des dirigeants. Et c'est parti pour la question d'expert. Et c'est parti pour la question d'expert. Hello Fanny. Hello à tous. Et alors peut-être pour remettre le sujet qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui, c'était la rémunération des dirigeants associatifs, parce que justement, il y a 3 ans, quand on t'avait reçu Domitil dans notre tout premier épisode, c'était quand même un gros point dur. Parce que derrière les dirigeants associatifs, il y avait aussi la question des fondateurs et fondatrices. Et donc, la question de savoir comment est-ce qu'on sécurise son activité. Est-ce que ça passe par du freelance? Est-ce que ça passe par du salariat? Mais du coup, si on est salarié et que on a un CA ou un bureau complètement... j'allais dire fake, je sais pas comment. Bref, avec ses parents, son petit frère et toute la famille, on connaît ça aussi, ça a ses limites. Et bref, donc ça a été aussi de se dire, tiens, c'était peut-être l'occasion de refaire un petit point là-dessus sur, en fait, quand on est dirigeant associatif, comment est-ce qu'on peut se rémunérer? Alors, Fanny, peut-être pour commencer, c'est quoi être un dirigeant d'asso? Alors, ce qu'il faut rappeler déjà en introduction, c'est que effectivement, une association, la gestion doit être désintéressée. Et pour qu'elle soit désintéressée, elle doit être bénévole. Et c'est grâce à ce maintien du bénévolat de la direction qu'on peut continuer à bénéficier de toutes les exonérations fiscales qui s'appliquent aux associations. Un dirigeant d'association, qu'est-ce que c'est? C'est les statuts qui le définissent, puisque la liberté statutaire de l'association prévaut. Donc, c'est vos statuts qui vont organiser la gouvernance de l'association et concrètement, qui a le pouvoir de direction dans cette association. Donc, c'est là le point d'attention, c'est la rédaction initiale des statuts pour donner le pouvoir de représentation du dirigeant. Et le dirigeant, en fait, c'est la personne qui va représenter l'association vis-à-vis des tiers. Donc, concrètement, c'est qui? En général, c'est le président.
En général, c'est le président, c'est les membres du bureau, suivant les différents pouvoirs qu'on peut donner au bureau. Par exemple, un trésorier peut avoir des pouvoirs bancaires, il peut avoir le pouvoir aussi d'engager l'association vis-à-vis des fournisseurs, des contrats. Les membres du conseil d'administration, plus largement. L'assemblée générale, qui a finalement toujours le dernier mot. Donc c'est ça un dirigeant, c'est un administrateur par définition bénévole. Mais tous les membres de l'Assemblée générale ne sont pas des dirigeants. Non, puisque c'est une collectivité qui va décider par un vote, mais ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions d'orientation de l'association, c'est eux qui vont valider les décisions orientées par un conseil d'administration. Ça, c'est les dirigeants de droit. Attention aux dirigeants de fait, qui finalement sont des personnes qui ont dans leur tâche, ou qui ne l'ont pas d'ailleurs, mais qui prennent le même niveau de décision que ces administrateurs. Et ça, souvent, dans les faits, on les retrouve, ces dirigeants de fait, quand on a un dirigeant salarié qui, du coup, reste subordonné en théorie par le conseil d'administration, mais où finalement, le conseil d'administration est une caisse d'enregistrement, comme on l'appelle, et puis c'est le dirigeant salarié qui prend l'ensemble des décisions et qui a le pouvoir de définition stratégique et d'orientation de l'association. Et donc le dirigeant de fait, qui peut être du coup requalifié de dirigeant dans les faits, finalement répondra aux mêmes conditions qu'on va voir juste après de rémunération. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, puisque souvent c'est des dirigeants salariés qui ont un salaire normal, fixé à des niveaux normaux, et sur lesquels ça peut remettre en cause du coup notre exonération, puisqu'on dépasse les seuils qu'on va évoquer juste après. Et puis, même là, de ce que tu dis, les dirigeants salariés, c'est du salaire. Hein. Enfin, non, justement, je veux dire, dans l'exemple que tu donnais, tu peux être, oui, ça, dirigeant salarié, alors que si tu es dirigeant... T'es mandataire social. Oui, et du coup, c'est pas du salaire, c'est ça. C'est pas du salaire, effectivement. Il faut que le conseil d'administration maintienne son pouvoir de direction, et de direction au sens prendre la direction stratégique par rapport à un dirigeant salarié qui lui serait là uniquement pour mettre en place de manière opérationnelle la direction qui a été décidée par le conseil d'administration. Alors, un dirigeant bénévole donc n'a pas de rémunération par définition, mais il y a 2 exemptions qui sont prévues, fiscales notamment. La première, c'est pour ce qu'on appelle les petites associations. Et donc là, un dirigeant bénévole, donc un membre du conseil d'administration, on va simplifier, hein, on va dire sur une organisation basique d'une association, c'est assemblée, conseil d'administration, bureau. Donc un membre du conseil d'administration peut se rémunérer pour l'engagement qu'il a bénévole auprès de l'association, pour les risques qu'il prend aussi, puisque c'est lui qui représente l'association, donc c'est lui qui sera mis en responsabilité si un jour problème il y a, puisque c'est lui qui représente l'association auprès des tiers. Donc pour tout ça, il peut se rémunérer de 3/4 du SMIC mensuel. Donc ça, c'est le premier seuil. C'est pas une rémunération au sens salaire, c'est une rétribution. Donc c'est exonéré de charges sociales, c'est vraiment comme une rémunération de mandataire social, effectivement. Et auquel cas, ça veut dire que c'est juste, on se verse 3/4 du SMIC sur son compte comme on se défraie. C'est Ou est-ce ça. que ça... Tout à fait, oui. Alors, je te donne un exemple que j'ai eu dans mon asso, parce qu'on a appliqué ce système-là. Notre comptable nous proposait de faire vraiment des fiches de paie. Et en fait, on avait des fiches de paie et on payait des cotisations dessus. Est-ce que tu sais si c'est justement... Alors, c'est peut-être aussi qu'on est dans le deuxième cas de figure, puisque on a parlé du premier seuil, mais il y a le second seuil pour ce qu'on appelle les grosses associations. Donc les associations qui concrètement font plus de 200 000 € de produits hors subventions publiques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil depuis plus de 3 ans. Au-delà de la 4e, donc de la 3e année, la 4e année, on peut commencer à rémunérer les dirigeants
Donc, il y a différents seuils qui sont fixés et on peut rémunérer jusqu'à 3 dirigeants en fonction. Plus les produits sont élevés, plus on peut rémunérer de dirigeants. Et là, effectivement, c'est considéré comme du salaire. Donc là, il y a des fiches de paye, il y a des charges sociales. Et donc là, ça rentre dans le cas de figure que tu donnes, je pense. Mais auquel cas, c'est pas limité aux 3/4 du SMIC. Auquel cas, c'est pas limité aux 3/4 du SMIC. Et là, le seuil est assez impressionnant. Ça a été prévu pour les grosses associations. On imagine le dirigeant, le président de la Croix-Rouge. Il prend quand même énormément d'engagement, je pense, et de risques vis-à-vis des tiers. Donc, pour ce genre de poste à risque, il a été effectivement fixé une rémunération dont j'ai noté le chiffre. Mais qui est d'environ 11 000 euros par mois, au maximum, pour le premier seuil, donc le seuil des... Domitil se dit que finalement, elle... Ouais, Pourquoi est-ce qu'on est dans des petites assos? Mais non, parce qu'en plus, au niveau des seuils, on peut revenir. Mais si toi, Karl, avec Designer Éthique, vous avez passé ce seuil-là? Alors, je suis à peu près persuadé que pour Designer Éthique, on n'était pas dans ce cas-là, on était dans le premier, à mon avis. Alors, je t'avoue que je ne suis pas assez expert comptable pour te dire pourquoi est-ce que, sans vouloir faire de jeu de mots, pourquoi est-ce que notre comptable a fait ça et pas autre chose. Mais on lui demandera un prochain épisode, puisque c'est Finacop et que du coup, il nous expliquera pourquoi. En tout cas. Moi, j'avais une question. Du coup, ça veut dire qu'une asso qui a 200 000 seulement de produits peut claquer 130 000 euros ou 150 000 euros de salaire sur son dirigeant. Et ça, c'est désintéressé. Oui. Pardon. Moi, j'ai pas compris ce que c'était les produits. Si on enlève la subvention, il reste public, il reste le mécénat et les dons. Et les dons. Mm. Et il reste les prestations aussi. Oui. Ok. Ouais, Donc tout les à dons. fait. Ouais. Ok. Sachant que pour la partie charge sociale, si Finacop a fait comme ça, je veux bien vérifier. Mais en théorie, à mon sens, non, ça s'applique pas. Et surtout, c'est pas que la rémunération salariée qui rentre dans le calcul des 3/4 du SMIC, puisque si par exemple, je suis président d'une association et que j'ai une société à côté qui fait de la prestation de services pour cette association, là, on entre dans le champ des conventions réglementées. Donc ça, en général, le commissaire aux comptes a un regard là-dessus. Et donc, le prix de la prestation peut rentrer dans le calcul du seuil de ces 3/4 du SMIC. Et là, concrètement, il n'y a pas de charge sociale puisque c'est de la rémunération. C'est de la rémunération de prestation. Après, tout ce qui est indemnités forfaitaires qui peuvent être octroyées pour des déplacements, sur lesquels on n'aurait pas de justificatif. Il n'y a pas de charge sociale là-dessus, mais ça rentre dans le calcul du seuil des 3/4 du SMIC. Donc, il faut faire attention aussi à tous ces avantages qu'il pourrait y avoir autour de ce défraiement de numéraire, en fait, de versement d'une somme d'argent des 3/4 du SMIC, puisqu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour et les avantages en nature, les indemnités forfaitaires, les rémunérations d'une prestation rentrent dans le calcul du seuil. Merci beaucoup, Fanny. Peut-être dernière question, parce qu'on parle beaucoup entre nous de la dernière. Alors, je ne sais pas si quand l'épisode va sortir, ce sera la dernière, mais en tout cas, au moment où nous tournons l'épisode, c'est la dernière. C'est-à-dire en juillet 24. En juillet 24. Ce mois fatidique. Bref, du coup, la dernière loi sur la simplification de la vie associative, là, qui est sortie en avril de cette année. Et on n'est pas trop sûr de ce que ça change ou de ce que ça change pas. Je vois Ludo, tu veux ajouter, peut-être préciser. Oui, peut-être pour les dirigeants, il me semble que maintenant, du coup, comme tous les salariés, comme tous les bénévoles de l'asso peuvent aussi avoir de la formation. Donc ça, c'est une nouvelle rétribution. C'est un avantage qui a été effectivement octroyé en plus, puisqu'on n'est pas salarié, mais donc en théorie, si on n'est pas salarié, on n'a pas le droit d'avoir de financement de formation via la structure associative. Donc ça, c'est une possibilité laissée en plus à un bénévole,
en théorie. Après, pour le reste, il y a effectivement des mesures liées au bénévolat sur les congés payés, la conversion des congés payés en dons, ce genre de mesures. Mais après, au niveau des seuils de calcul de la rémunération, il n'y a pas eu d'évolution sur ce point. Et alors là, ça sort un peu du cadre de la rémunération, mais de la gestion des intéressés. Là, maintenant, la déclaration des bénéficiaires effectifs, est-ce que si on se rend compte, par exemple, quelqu'un qui est bénévole, mais aussi bénéficiaire là-dedans, et qui touche par les déplacements, etc., certaines sommes, est-ce qu'il y a une possible requalification ou je ne sais quoi, ou une perte de ce truc de gestion des intéressés? Finalement, il y a quelqu'un qui est actif, qui est largement dédommagé et qui est en fait aussi bénéficiaire effectif. En fait, les deux notions se confondent puisque par défaut, le bénéficiaire effectif, c'est le président de l'association. Donc en théorie, les deux postes, le poste de dirigeant et le poste de bénéficiaire effectif, se confondent complètement. C'est la même personne. C'est pas plus large, les bénéficiaires effectifs? J'avais l'impression que c'était... C'est un peu les gens qui prennent les décisions, quoi, en gros. Donc oui, ça peut mais être du plus coup, large. ça peut être plus large que le président. J'ai l'impression que ça pouvait même être l'AG, par exemple, si éventuellement il n'y avait pas de bureau ou quoi. Tu peux dire, en fait, les gens qui prennent l'organe de décision, c'est tel truc, donc, et tu dois spécifier des pourcentages. Alors, une fois de plus, tout dépend de comment on s'est organisé statutairement. Mais par défaut, c'est le président, puisque c'est lui qui représente l'association envers les tiers. En fait, la notion de bénéficiaire effectif, elle a été pensée pour les structures, et notamment pour les personnes actionnaires d'une société, qui seront finalement le bénéficiaire effectif de dividendes, rentabilité, chiffre d'affaires. Et en fait, la notion, elle colle pas vraiment avec le principe associatif de base. Donc, cette déclaration du bénéficiaire effectif, elle était déjà obligatoire pour les structures qui étaient inscrites au RCS, donc les structures, les associations employeuses, les associations qui bénéficient de subventions publiques. Maintenant, ça a été étendu à l'ensemble des associations. Donc, c'est une déclaration où la plupart des cas de figure, ce sera le président. Et peut-être juste pour repréciser, on est d'accord que si on ne le fait pas, il y a une pénalité. On risque gros. Ouais. Bon, j'espère que les gens de mon asso l'entendent. Parce que je crois qu'ils n'ont pas du tout prévu de la faire. Non, mais pour témoigner en tant ancien dirigeant, mais toujours de fait représentant légal d'une association employeuse, moi, personne ne m'a jamais dit qu'il fallait que je le fasse quand on a commencé à salarier notre première personne, et je pense qu'on ne l'a jamais fait. Je ne savais pas non plus. Je savais pas non plus. Voilà, donc tu es dans la même situation que nous. Eh merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Domitil de nous avoir accompagnés et surtout d'avoir refait un peu ce cheminement avec nous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous auriez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion, comme d'habitude, a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, que vous rencontrez, à des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous écrire à hello@question-asso.com et de toute façon vous retrouverez toutes les infos en description de cet épisode. Et pour rappel, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme de podcast préférée, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube, et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous remarquez que là, cette fois-ci, on a été super régulier. Dans les épisodes. Dans les épisodes, ce qui est quand même assez rare. Et vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain. Pour le coup, on va vous prévoir quelque chose de sympa pour un nouvel épisode de Questions d'Asso.
Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.